Très bien, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir pour cet événement très spécial de la CCI France-Chine. Alors c'est un événement particulier. Nous sommes ici en présentiel à Shanghai, mais également en duplex avec toutes nos antennes à travers la Chine et également en duplex avec la France, notamment avec certains intervenants. Je salue donc tous ceux qui se sont connectés également avec nous ce soir. Alors, le numéro 91 de notre magazine Connexion est sorti. Il est dans les kiosques. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais vous rappeler que vous pouvez lire en libre accès le magazine Connexion sur notre site internet ccifc.org. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez aller le voir en ligne si vous n'avez pas reçu Connexion. Et c'est une édition évidemment passionnante de Connexion, ce numéro 91, puisqu'il traite des sujets des nouveaux modes de consommation et de la manière dont les entreprises doivent s'adapter, se réinventer pour satisfaire, séduire les clients et leurs nouveaux modes de consommation qui, nous le savons ici en Chine plus qu'ailleurs, changent à vitesse constante et donc nos entreprises doivent s'adapter parfois en permanence à flux tendu. Donc, vaste sujet complexe, mais ne vous en faites pas. Pour ce numéro de Connexion, nous avons fait appel aux meilleurs spécialistes, aux visionnaires du New Retail, de la consommation et des chaînes de distribution. Et certains de ces contributeurs sont avec nous ce soir et je voulais les remercier chaleureusement pour leur contribution et pour avoir accepté de venir à cet événement et échanger avec nous. Donc, sans plus attendre, je vous propose de les écouter, d'échanger avec eux, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci Christophe. Bonsoir à tous. Je vais juste vous présenter le magazine Connexion rapidement. Donc le magazine Connexion a été créé il y a 20 ans. On a fêté l'anniversaire au mois de juillet dernier des 20 ans de Connexion. Caroline et moi, on a un lien particulier avec ce magazine. Quand on a commencé à la Chambre de commerce, notre première mission, c'était de s'occuper du magazine Connexion. Donc c'est vrai qu'on a un lien affectif particulier avec ce magazine. Caroline, quand elle est arrivée à la Chambre de commerce, c'était en 2004, je crois, et moi en 2014. Donc le magazine Connexion, c'est une revue économique trimestrielle qui traite des sujets d'actualité économique et où on met en avant les membres de la Chambre de commerce. On a eu aussi la chance d'avoir des interventions d'hommes politiques, notamment Christine Lagarde et Jean-Pierre Raffarin aussi. Donc ce soir, nous sommes ravis de pouvoir lancer le magazine Connexion 91 sur le thème du retail avec vous. Je passe la parole à Caroline. Merci Morgane. Donc nous avons la chance de recevoir 7 personnalités, donc 5 qui sont avec nous ici en présentiel et 2 qui sont en France, donc Guillaume Portier et Peter Speyer qui va nous rejoindre. Donc ils vont nous donner leur vision de l'évolution d'e-retail en Chine. Je vais sans plus attendre leur laisser la parole afin tout d'abord de se présenter en 1 minute. Chère Julie, qui êtes-vous? Merci Caroline. Eh bien, Julie Louisa, je suis en Chine depuis 20 ans. Je suis responsable de Mazars, c'est un cabinet d'audit et de conseil en Chine. Et entre autres, je suis membre du board mondial de Mazars et je suis là tout simplement parce que je suis responsable du secteur de luxe. Voilà. Merci Julie. Pour Peter, je vais le présenter, il nous rejoindra un petit peu plus tard. Donc il est professeur, citoyen britannique qui vit en France depuis 30 ans. Peter possède un doctorat en littérature comparée de l'université d'Oxford. Après avoir exercé dans différentes industries, Peter est professeur expert de marketing, vente et commerce international à Schema Business School, basé à Sophia Antipolis. Peter est également directeur scientifique du Master of Science International Marketing et Business Development. Eric, à toi. Merci Caroline. Eric Tarchoun, je suis arrivé en Chine à Pékin en 93. Je travaille dans différentes industries, notamment dans le retail, et puis j'ai créé une société qui s'appelle Dragonfly Group, qui est un cabinet de conseil en recrutement et formation interculturelle en Chine, spécialisé sur le monde chinois. Luc. Bonsoir. Je suis un peu plus jeune en Chine, 2005. J'ai été 14 ans directeur créatif pour un gros groupe textile chinois et sur plusieurs de leurs marques. Et depuis 2 ans et demi, j'ai un cabinet de conseil en fashion and lifestyle. Et je travaille principalement pour des marques et des groupes chinoises. Merci. Jérôme.
Bonsoir à tous. Donc, Jérôme Cambounet, je suis en Chine moi depuis 2003. J'ai travaillé principalement dans le retail, même quasiment uniquement dans le retail. Aujourd'hui, je suis à la tête du groupe Beaumanoir et nous opérons près de 600 magasins sous l'enseigne Cache-Cache à travers toute la Chine. J'avais déjà travaillé pour le groupe Beaumanoir de 2007 à 2013. Je suis parti pendant 6 ans pour travailler pour un groupe dans le sport, une société russe qui s'appelle Sportmaster. Et je suis revenu du coup il y a 1 an et demi. Et nous avons récemment, c'était dans les news il y a 3 semaines, vendu le groupe, l'activité Chine à un groupe chinois. Donc il s'est passé pas mal de choses de notre côté ces derniers temps. Voilà. Merci Jérôme. Louis. Merci. Bonjour à tous. Donc Louis Houdard, en Chine depuis 98. Donc, ça commence à faire un petit moment. Et avec, comme pas mal de gens en Chine depuis assez longtemps, plusieurs vies en Chine. J'ai commencé dans les vins spiritueux à Pékin et Shenzhen. Ensuite, j'ai été dans le trading de pétrole. Puis j'ai monté une petite chaîne de magasins de fleurs et ensuite un réseau d'agences créatives que j'ai cédé il y a 2 ans à un groupe qui s'appelle Altavia. Et aujourd'hui, donc j'ai une double. J'aide Altavia à son développement en Asie et je suis toujours directeur de mon business Creative Capital. Et on aide en Chine beaucoup de gros groupes chinois et puis en Asie pas mal de groupes asiatiques. Merci Louis. Guillaume, si tu veux bien te présenter. Oui, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que le son est bon depuis Paris. Parfait. Donc, je suis Guillaume Portier, je suis Executive Vice President en charge des partenariats et des alliances chez SES Imagotag, qui est un leader mondial français technologique spécialisé dans la numérisation des points de vente physiques. Et nous sommes venus en Chine il y a à peu près 3 ans, fin 2018, où on a scellé une alliance stratégique avec un autre leader mondial qui s'appelle BOE, un grand acteur de la technologie chinoise spécialisé dans les écrans, avec lequel on a monté une joint venture pour attaquer le marché chinois et Asie-Pacifique. Et dans cette JV, on a un 3e acteur qui s'appelle JD Digits, que vous connaissez certainement aussi, c'est le bras armé technologique de JD.com. Donc, notre métier, comme je le disais, c'est vraiment de numériser le point de vente physique et on est très connu notamment pour avoir inventé l'étiquette électronique qui permettent d'automatiser l'affichage prix en magasin, que vous voyez certainement fleurir de plus en plus en Chine, enfin en tout cas en Seattle. Merci Guillaume. Nous allons commencer maintenant les questions à nos intervenants. Donc, je vais commencer par Julie. D'après vous, et je vous cite, les marques de luxe adaptent leur stratégie marketing pour répondre aux besoins des jeunes consommateurs chinois. Elles recrutent des influenceurs, développent des mini-programmes sur WeChat et sont présentes sur les plateformes d'e-commerce, multimarques et de streaming. Pourriez-vous nous partager des exemples concrets et nous donner votre avis? Merci Caroline. C'est une question très intéressante parce que, en fait, avant de répondre à cette question, je voulais juste partager un petit peu le live streaming, les plateformes, en particulier le live streaming, commence réellement en Chine depuis 4-5 ans. Mais il a vraiment accéléré depuis 2020. Alors, la première question, c'est pourquoi les marques de luxe se trouvent par exemple, sur ces plateformes, à faire des ventes à travers ces plateformes. Normalement, je me souviens, par exemple, il y a à peu près 7 ans de ça, j'ai un client dans le luxe, vraiment de très, très, très luxueux, et nous avons eu un déjeuner, en fait, à 3 avec le président, avec son CEO, le président de la marque, le CEO, plus la CFO et le CEO de toute la Chine. Et il y avait 7 ans, je disais à cette marque que la tendance pour les luxes dans le futur, ce sera en ligne. Lorsque j'avais commencé à parler de ça, j'ai commencé à parler et le CEO de toute la Chine m'a tout de suite interrompu en disant « Nous sommes une marque d'extrême luxe, d'extrêmement luxueux. Nous serons jamais, jamais, jamais en ligne. » Et en fait, j'ai revu le président, et évidemment, le président m'a dit, continuez, Madame Loluza, et donc on en a discuté, mais tout le monde n'était pas convaincu
de cette discussion et de ma vision sur ça. Parce que c'était un petit peu émergent. Et en fait, il y avait à peu près 3 ans, je suis revenue à Paris, j'ai revu le président. Il m'a dit, en fait, Madame Loluza, je me souviens toujours de notre discussion et je dois avouer que lorsque vous m'avez parlé de ça, j'étais pas du tout convaincue. Mais maintenant, je sais, c'est l'avenir des marques de luxe. Alors, cette histoire, elle nous donne quoi? Le point, c'est que la question, c'est pourquoi une marque de luxe doit-elle aller aller vendre à travers des plateformes. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont incontournables pour des marques de luxe, qui sont à la fois, par exemple, Tmall, vous avez JD, Tmall, et à la fois Redbook, Xiaohongshu et WeChat. Ça, ce sont les plateformes qui sont incontournables. Ensuite, à travers ces plateformes incontournables, pourquoi c'est très important? Tout simplement parce que à travers ces plateformes, les ventes, que ce soit le lifestyle, la culture, la promotion de la marque, elle est faite à travers, c'est ce qu'on appelle le live streaming. D'accord? Ce live streaming qu'on parle aujourd'hui, c'est la Chine est le premier pays mondial. Je pense que tous nos experts vont détailler là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, y compris même le fashion, que ce soit en Europe ou aux US ailleurs, ils regardent ce qui se passe en Chine pour avoir une orientation de ça. La première raison, c'est les jeunes. Parce que aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre. Par exemple, la consommateur de luxe, le pilier des consommateurs de luxe, c'est des jeunes. C'est quoi les jeunes? Les jeunes, c'est les Gen Z, c'est-à-dire c'est moins de 25 ans. Et ces moins de 25 ans représentent environ, que ce soit les Gen Z et les milléniums, représentent à peu près plus de 50% de la croissance des marques de luxe, d'une manière générale. Et toute la partie des ventes en ligne, aujourd'hui, ça représente environ 15% des ventes des marques de luxe en total. Et d'ici 2025, ce chiffre va être doublé, va être environ 30%. Et pour pouvoir vendre, et comme ces jeunes sont les piliers de ces marques de luxe, ces marques sont obligées, si vous voulez, d'attirer ces jeunes en utilisant le canal de distribution et la façon, c'est-à-dire la manière de communiquer avec ces jeunes, il faut s'adapter. Donc, la plupart des marques de luxe qui sont en ligne et qui font du live streaming, il y a 3 objectifs principalement. La première, c'est évidemment pour promouvoir la marque, les nouveaux produits, le lifestyle, la culture, l'héritage, etc. Le deuxième point, c'est pour vendre. Et le troisième point, c'est pour attirer tous les jeunes qui ne sont pas, si vous voulez, du first tier, c'est-à-dire les vignes de premier rang ou deuxième rang, mais 3e, 4e, 5e rang, etc. Ces jeunes, c'est de les faire rêver à travers ces petits vidéos qui sont marrants, etc., de manière à les attirer pour qu'ils deviennent leurs consommateurs, en fait, les consommateurs de ces marques de luxe. Et ce sont pour ces raisons-là. Et en fait, un autre point, depuis 2020, c'est-à-dire que ce live streaming, elle commence environ vers 2014. Et 2020, les chiffres sont affolants. Par exemple, les 3 premiers KOL, vous avez Austin, Li Jiaqi, vous avez Via, et vous avez Xinba,
les top 3, c'est 650 milliards RMB. 650 milliards RMB, ça représente quoi? 650 milliards RMB, c'est le PIB de Rwanda. Le PIB du Rwanda. D'accord? C'est des chiffres qui sont incroyables. Rien que via le premier KOL, elle fait 310 milliards RMB. 310 milliards RMB, c'est toute la vente de toute l'île de Hainan entre 1er janvier ou 14 décembre pour 30 milliards, pardon, 30 milliards, je dis quoi, 300 milliards, 30 milliards de RMB de Hainan et elle en fait 31 milliards. C'est des chiffres qui sont incroyables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est impossible de ne pas être en ligne, de ne pas faire du live streaming, parce que c'est la manière de communiquer avec ces jeunes qui sont digital natives. Donc, en fait, c'est la tendance. Voilà, je pense que... Merci, Julie. Je vais passer maintenant la parole à Jérôme. D'après vous, faire évoluer la supply chain est primordial pour rester compétitif. Sur quel point spécifique de la supply chain de Beaumanoir allez-vous concentrer vos efforts? Alors, la supply chain dans notre industrie, c'est essentiel. On est dans la fast fashion, donc on doit être fashion et on doit être fast. Donc, évidemment, ça a toujours été au cœur de nos problématiques et là, on n'a pas besoin de remonter. Enfin, depuis l'origine du groupe, c'est la vitesse qui est importante. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, aujourd'hui, entre l'identification d'une tendance en magasin, par exemple chez nos concurrents, et l'arrivée de produits similaires dans notre magasin, on met à peu près 6 semaines. C'est-à-dire qu'on va faire un shopping, on voit, tiens, je dis n'importe quoi, les t-shirts mauves, en ce moment, ça marche bien. 6 semaines plus tard, on a des t-shirts mauves dans nos magasins. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre activité, c'est le nerf de la guerre, et ça l'a toujours été. Ça passe par une logistique, on va dire, bien huilée, des relations avec des fournisseurs, une capacité de nos équipes à être hyper actives. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Rien de nouveau. Ce qui s'accélère et ce qui change aujourd'hui, c'est le online. Donc, comme le dit très, très justement Julie, on se doit d'être online, notamment nous qui visons une clientèle de 20-25 ans, des jeunes filles de tiers 3, tiers 4. Vraiment, c'est la clé pour leur parler, c'est le online. Donc, il y a le e-commerce qui est arrivé. Avec le e-commerce, on a eu le phénomène des festivals. Donc, vous avez le Double 11, Double 12, le 6-18, etc. Il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. En gros, ces festivals nous ont obligés à mettre en place des collections spécifiques pour pouvoir en fait adapter au rythme du online. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, au Double 11, donc on est au mois de novembre, nous, on va vendre par exemple des doudounes, des manteaux. C'est la saison. Le problème, c'est qu'en fait, il faut que ces produits-là soient en magasin, enfin, soient online dès le mois d'août. Donc, on doit avoir au mois d'août des manteaux, des doudounes pour commencer à créer un effet boule de neige qui attire le trafic pour qu'au Double 11, on fasse le maximum de ventes sur ces produits-là. Sauf que si dans nos magasins physiques, on met des doudounes au mois d'août, personne ne va les acheter. Donc, on a été obligé de créer des collections spécifiques. Il y a un taux de démarre qui est tellement important imposé par Tmall pour participer à ces festivals qu'on a été obligé d'avoir des produits spécifiques juste pour le online, sur lequel on va avoir plus de discount. Donc, pour faire ça, on a dû mettre en place une supply chain différente, avec un assortiment différent, des quantités qui sont plus faibles au début pour pouvoir faire des tests, mais qui peuvent être parfois beaucoup plus grandes à terme. Ça, c'est pour le online typique, classique. Et maintenant, il y a le live streaming, qui, chez nous, s'est fortement accéléré, comme le disait Julie très justement, à partir de 2020. Là, on a vraiment eu une envolée du live streaming chez nous. Le live streaming chez nous, ça passe par 2 types de ventes. Ça peut être des produits existants de notre collection qu'on va vendre avec une animatrice qui va essayer de présenter ces produits. Et ça peut être l'utilisation de KOL. Nous avons travaillé notamment avec VIA, dont on parlait tout à l'instant. Je vous donne un exemple. Quand on passe une commande pour un produit normal chez Cash, on achète à peu près 3000 pièces. Ça, c'est un produit normal qu'on achète, un bon produit. Avec VIA, on a vendu entre 15 et 20 000 pièces pour un produit. Donc,
on fait des volumes qui sont entre x5, x8 avec le même produit. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il faut qu'on soit capable, vis-à-vis de nos usines, vis-à-vis de notre supply chain, de faire 15 000, mais ça peut être 20 000 ou 10 000 si ça ne marche pas. Être capable d'être réactif, de fournir nos clientes dans la semaine, alors qu'on n'a aucune idée des volumes qu'on va pouvoir vendre. Et ces volumes peuvent être énormes. Donc, on est obligé d'avoir une flexibilité incroyable à ce niveau-là. Ça, c'est pour la supply chain amont, mais il y a aussi la supply chain aval. On a été obligé de mettre en place, on a mis en place un système qu'on appelle One Stock, qui nous permet d'avoir en fait un stock, donc on appelle ça un stock sans couture, dans lequel on a à peu près autant d'entrepôts qu'on a de points de vente. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous a permis de mettre en place 2 systèmes. Il y a ce qu'on appelle le Ship from Store, c'est-à-dire qu'en fait, nos magasins vont devenir des points de livraison pour le online. Donc, par exemple, j'habite à Urumqi. Si je passe ma commande sur Tmall, au lieu de me faire livrer par notre entrepôt qui, nous, est basé à Shanghai, la commande va partir de l'entrepôt de notre magasin de Urumqi. Et notre franchisé de Urumqi va toucher une commission sur cette vente. Donc, ce qui permet d'économiser de la logistique, ça permet d'avoir une livraison rapide et beaucoup plus d'efficacité. Ça représente à peu près 20% de nos livraisons en ligne aujourd'hui. Et on a mis en place le Order in Store. Là, c'est un autre système. La cliente va dans notre magasin. Elle, je ne sais pas, par exemple, elle va essayer un produit. Sa taille, c'est S. Malheureusement, on n'a que du M et du L. Eh bien, elle peut passer un achat dans le magasin et se retrouver avec le produit livré directement chez elle à la maison. Donc, ce qui me permet aussi de maximiser les ventes avec un point de vente plus petit qui devient plus un showroom, en fait, et un entrepôt en parallèle, là où avant, c'était vraiment le point de vente où l'opération se faisait. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, notre supply chain est complètement révolutionnée. Merci, Jérôme, effectivement. Je vais passer la parole à Eric avec une question sur les ressources humaines. Quel sera, selon vous, l'impact et le changement concernant la gestion des ressources humaines avec la dataisation du retail? Alors, la dataisation du retail, naturellement, c'est l'utilisation des données dans les activités retail et l'impact que ça sur le capital humain, sur l'humain. Donc, la création de nouveaux métiers, que ce soit au niveau IT, donc tous les métiers de l'IT, sur la gestion de développement, gestion des plateformes, gestion des données. Un nouveau métier aussi qui est important et dont on parle peu, c'est tout ce qui est EPR, c'est-à-dire en fait comment les marques vont communiquer en ligne, sachant que on parlait du luxe et de la mode, les relations publiques sont fondamentales. Comment on va, par exemple, sélectionner le bon KOL? Je ne sais pas si vous avez entendu récemment le scandale qui se passe en Chine aujourd'hui avec Prada. Prada a recruté une personne chinoise, une actrice chinoise, qui, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais ça a un impact phénoménal, parce que Prada lance une nouvelle collection qui est vraiment très, très jolie, et a recruté une personne qui, en fait, a payé une mère porteuse aux États-Unis et pour avoir des enfants. Et cette personne est donc enceinte depuis 7 mois. Et cette représentante de la marque de Prada a décidé d'obliger cette dame à avorter. Imaginez l'impact en Chine que cette décision, quand elle a été connue, dans les réseaux sociaux. Moralité, Prada a rapidement lancé une opération de crise. Elles ont décidé de stopper toute relation avec cette personne. Donc voilà, et je ne vous raconte pas l'impact sur la nouvelle collection qui est en train d'être lancée. Donc savoir, quand on recrute des KOL, qui, comme vous le disiez, peuvent générer des chiffres d'affaires phénoménaux, sans avoir fait un référence check sur la notoriété de cette personne, eh ben, une nouvelle fois, a un impact très fort. Alors, beaucoup de marques ont été impactées récemment justement par le choix, soit de leurs designers qui ont véhiculé des messages qui ont été mal interprétés en Chine, soit de leurs KOL. Donc, les relations publiques aujourd'hui pour les marques de luxe et de mode sont vraiment fondamentales. Sachant que l'effet amplificateur des plateformes est terrifiant. Sans faire de politique, on va rester sur le business, mais ça c'est un exemple. Je pense que Prada va avoir vraiment des gros soucis en Chine du fait de ce mauvais choix. Donc les métiers des relations publiques,
sont vraiment fondamentaux. On parlait récemment, Jérôme parlait de la supply chain. Donc, le time to market est de plus en plus rapide. Donc, il faut avoir des réseaux de logistique et d'approvisionnement les plus courts possibles. Et donc, pouvoir former des nouveaux métiers en Chine dans la logistique, parce qu'il y a peu de formation en logistique en Chine, pour justement pouvoir réduire le temps d'attente, sachant que le consommateur chinois, et tout le monde, je pense, abondera, est un des plus exigeants au monde. On parlait autrefois du consommateur japonais. Je pense que le consommateur chinois, il est au moins aussi exigeant, si ce n'est plus. Il est beaucoup plus nombreux. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, le time to market est fondamental. Donc, ça aussi, c'est une réinvention de métier de la logistique dans le retail. Donc, e-PR et e-marketing, sachant que les PR sont souvent plus importants que le marketing, notamment dans les métiers du luxe. La logistique, supply chain, l'IT. Donc, tous ces métiers-là, on a un impact très fort. Et la problématique pour les entreprises françaises et européennes, c'est comment attirer les bons talents en Chine. Parce que la concurrence est très forte. Pour un jeune Chinois ou une jeune Chinoise aujourd'hui, aller travailler pour une entreprise occidentale, alors qu'on peut avoir beaucoup d'opportunités au sein d'entreprises chinoises, il y a un choix cornélien. Et beaucoup de jeunes, et je peux vous en témoigner, j'ai ma nièce qui a 20 ans, qui est cantonaise, qui a fait un stage à Shanghai chez Bilibili. Tout le monde m'a demandé, et moi je lui ai demandé de m'expliquer comment ça se passait chez Bilibili. Effectivement, c'est une culture très jeune, très branchée, etc. Et là, elle vient d'être recrutée par Tencent. Bon, elle est partie, elle est retournée dans le Guangdong. Et je lui ai demandé, mais ça t'intéresse pas? Pourtant, elle a étudié aux États-Unis, au Canada. Ça t'intéresse pas de travailler pour une entreprise étrangère? Ah non, il y a beaucoup plus de possibilités pour nous ici, pour des entreprises chinoises. Et même à terme, me rétorquait-elle, si j'ai envie de partir à l'étranger, je peux très bien partir pour le compte d'une entreprise chinoise. Donc ça, c'est une nouvelle concurrence auquel fait face les entreprises françaises et étrangères en Chine, dans le retail comme dans d'autres secteurs. Mais le retail, effectivement, va très très vite en Chine aujourd'hui. Je ne veux pas être non plus trop prolixe en la matière, donc peut-être que je peux passer la parole à... Non, non. On a une question pour Luc après, mais tu peux finir si tu veux. Okay, bon, on va passer la question pour Luc alors. Merci Eric. Luc, comment conseillez-vous vos clients pour repositionner leur collection et produits sur un marché chinois très mouvant? Alors ça va dépendre vraiment. Il n'y a pas une formule miracle, sinon tout le monde le saurait et on ne serait pas tous à chercher effectivement de nouvelles solutions aujourd'hui. Il y a plusieurs solutions qui sont adaptées à différentes marques, à différents marchés, à différentes demandes. Moi, j'ai des clients qui sont principalement dans la mode. On va avoir des cas de groupes textiles qui vont être en perte de vitesse, qui vont être des groupes qui sont assez matures déjà, des marques assez matures, et qui vont vouloir rajeunir un petit peu leur marque. Et qui vont pas vouloir complètement changer non plus et perdre leur clientèle et leur positionnement. Donc ça va être de trouver des systèmes. C'est soit on va rajouter des lignes qui vont répondre à une demande un petit peu plus précise, ou alors on va faire une ligne de produits qui va être seulement sur Internet et qui va à nouveau répondre à une demande très particulière sur Internet, qui va être dessinée uniquement pour le online. C'est comme ça qu'on se retrouve parfois avec des marques, avec des clients qui peuvent être très étonnés d'acheter telle marque. C'est embêtant parce que normalement, je ne nomme pas les marques pour lesquelles je travaille. Donc, je vais dire les marques sans arrêt, excusez-moi. Mais on peut très bien acheter une marque sur Internet et découvrir et se rendre compte que c'est la même marque que papa achète depuis des années et qui ressemble absolument pas à ce que papa porte. Mais j'ai quelque chose qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus mode. Et ça permet d'évoluer justement sur ce marché-là. Alors ça, c'est le cas où on va lancer des lignes nouvelles. Après, il y a le cas où on va repositionner globalement toute la marque avec des sub-collections ou avec des groupes de produits qui vont être différents. Ou alors des cas à nouveau où on va vouloir garder sa marque, mais on se pose la question de qu'est-ce qui va faire aujourd'hui la différence.
sur un marché où les produits sont très similaires. Quand vous prenez des rues à Shanghai ou ailleurs, on a des enseignes qui sont différentes avec exactement les mêmes produits à l'intérieur. Le marché spécifiquement en Chine, je trouve aujourd'hui de plus en plus en a marre en fin de compte de se balader, d'aller d'une marque à une autre et d'avoir le même produit. L'idée, c'est vraiment d'amener un content qui soit différent. Et il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui, je trouve, sur les marques chinoises, en fait, pour amener un content qui soit proche de la marque, proche de la clientèle, mais en même temps qui soit voilà, c'est du storytelling. Qu'est-ce que je raconte à mon client? Quelle est ma voix aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire que ma voix est différente de celle de mon compétiteur? Et qu'est-ce qui fait que mon client va revenir parce que il fédère à quelque chose que je raconte aujourd'hui, qui lui correspond, qui lui raconte une histoire qui l'intéresse. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui Zara a beaucoup de mal. On est sur un fast fashion qui a très bien marché pendant des années, qui a copié, qui a fait énormément de copies, qui a fait énormément de descentes de produits du luxe sur le street, I'm sorry. Et ça marche plus trop aujourd'hui parce que déjà en termes de fast fashion, le online est beaucoup plus rapide que n'importe quelle marque de retail sur la rue. Et il y a un gros souci. Les petites marques chinoises sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus rapides dans la réponse et dans la démarche de faire des produits qui marchent. Et également, il y a ce phénomène effectivement de tout ce que j'appelle les MeToo, c'est-à-dire on passe d'une boutique à une autre quand on fait un market survey et on a la même chose over and over and over. Et c'est vraiment c'est lassant. Je pense qu'aujourd'hui, la demande, c'est d'être un petit peu plus petit peut-être, mais d'amener quelque chose qui a une valeur différente du voisin. Et on peut être dans un success story qui soit pas énorme en taille, mais qui soit énorme dans la durée et qui réponde à une vraie demande aujourd'hui qui est différente. Voilà, c'est un sujet qui peut être... Stop here. Merci Luc, mais je pense qu'une fois que tout le monde sera intervenu, il y aura des débats intéressants. Il ne faudra pas hésiter à poser des questions à nos intervenants, à nos invités. Je crois que Peter Spire est avec nous et nous a rejoints. Donc Peter, vous êtes là ? Bon, en attendant... Ouais. C'est bon. Non, je cherchais, je suis sur Teams en même temps, donc je cherchais les petits boutons. Merci Peter. Donc, vous nous avez dit que la distribution n'est pas morte, mais elle doit se réinventer en tant que professeur. Oui. À écouter Luc, je crois qu'on est, à entendre Luc, je crois qu'on est d'accord un peu. Hein. Donc, oui, dites-moi, oui, tout à fait, quel est c'était selon pour vous provoquer un peu aussi. Donc, quel est selon vous l'enjeu prioritaire que vous souhaitez nous transmettre, et pas qu'à vos étudiants d'ailleurs, sur le sujet? Oui, non, mais je pense que, alors, justement, je pense qu'on est assez en phase. Hein. Enfin, j'ai lu d'autres articles dans la publication et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, où on est à peu près tous d'accord. L'idée de mon article, c'était déjà de contextualiser parce que je crois que c'est trop facile de mettre sur le dos de la pandémie, hein, du Covid, le fait qu'il y ait des distributeurs maintenant qui soient en difficulté. Or, historiquement, c'est pas le cas. Ça fait longtemps. Disons que ça fait un bout de temps quand même qu'il y a des magasins qui ferment, qu'il y a des magasins qui ont du mal, qui peinent, etc., etc. C'est clair, pour reprendre un peu le propos d'avant, que le en ligne, ça remonte fortement. Et c'est vrai que pour le Covid là joue un rôle essentiel parce que bon, on peut pas sortir, les magasins sont fermés. Donc si on veut acheter ses cadeaux de Noël, c'est en ligne ou pas du tout. Hein. Et ça on l'a vu et ça a explosé. Hein. Enfin, je pense que Jeff Bezos est tout content hein, à cause de ça. Est-ce que ça va changer après? Ça, c'est une autre question, je pense.
Mais quand on regarde en ligne, pour moi, le propos, c'est de dire on n'a que de l'efficacité. Quand je dis ça, ça veut dire, je pense que dans les services d'une manière générale et dans la distribution aussi, on est un peu entre le côté efficace. Donc, ça veut dire que je peux choisir, je peux payer, je peux faire livrer, etc., etc., de manière plutôt efficace. Or, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Enfin, je veux dire, se faire livrer, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense hein, maintenant, même si ça s'améliore. Mais de l'autre côté, un autre côté qui est plutôt de l'autre de l'expérience, si vous voulez, enfin, de l'expérience, du divertissement. Enfin, on parle beaucoup maintenant de retailtainment, qui est une sorte de mélange de divertissement, de plaisir, de fun, de sortir, d'être avec ses amis, d'aller faire les magasins et ainsi de suite. Tout un côté social aussi, qui bien sûr ne peut pas se faire pendant les fêtes, ou tout au moins de la même façon. Donc il y a tout ce côté-là, aussi d'éducation. Enfin, il y a le côté éducatif aussi qui peut faire partie de l'expérience. Enfin, regardant les Night Town, les magasins d'Adidas, de Burberry, enfin que j'avais cités, c'est une belle aventure. C'est une sortie. Je veux dire, ça ne peut pas se faire en ligne de la même façon. Et donc, il y a cette partie expérience qui, pour moi, est vraiment l'avenir de la distribution. Avec effectivement, pour reprendre ce que disait Luc, le côté marque, l'importance de la marque, le storytelling et tout ce qui va avec. Et ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est qu'on a trop de magasins, on a développé trop de magasins qui se ressemblent, qui n'apportent pas grand-chose, qui vendent à peu près les mêmes choses, etc., etc. Et pour moi, l'avenir de la distribution. Alors, il y a deux possibilités. Hein. Enfin, il y a le fait que ça soit local et super pratique. Et c'est vrai que ça on l'a vu. Hein, le commerce local a repris, enfin, à côté de chez nous. Hein, enfin, on habite dans un village. Et heureusement qu'ils sont là. Et puis, mais pour le reste, c'est qu'il faut apporter autre chose. Et pour moi, c'est ça le propos pardon, principal. Et je pense la leçon principale. Ça fait, encore une fois, c'est pas que du Covid. Hein. Si on regarde les États-Unis, ça fait des années qu'il y a on a des malls, des centres commerciaux qui n'ont aucun intérêt, qui sont tristes même, qui ont été construits dans les années 60, 70, 80. Je veux dire, c'est bon, il faut changer tout ça. Si on veut survivre, si on veut apporter autre chose qu'un achat en ligne, qui est l'autre possibilité. Hein. Voilà. J'ai tout dit. J'ai dit beaucoup de choses, mais bon. J'ai lancé la balle. Merci Peter. Je suis sûre qu'il y aura des questions sur le sujet. Restons en France avec Guillaume. En quoi, donc Guillaume, tu es avec nous? En quoi, oui, je suis bien là. En quoi l'hybridation du magasin est-elle différente en Chine par rapport aux pays occidentaux? Ouais, alors au risque de surprendre, je dirais qu'en fait, elle est moins en moins différente parce que la Chine, ces dernières années, a énormément influencé le retail occidental. Il n'y a qu'à voir le nombre de délégations de retailers qui sont venus visiter la Chine, faire leur voyage d'études et s'inspirer. Il y a aussi beaucoup de retailers internationaux qui sont présents en Chine et qui ont toujours considéré la Chine comme un marché vraiment spécifique, et j'y reviendrai, sur lequel il fallait apprendre parce que quelque part, on construisait le futur. Et donc, aujourd'hui, la crise, c'est un accélérateur, mais ça a effectivement révélé beaucoup de choses. Ça a révélé les difficultés que certains retailers avaient déjà et n'ont pas pris le virage assez tôt. En revanche, il y a des retailers occidentaux qui ont très tôt pris la balle au bond et qui s'en sortent très très bien et qui ont traversé la crise brillamment. On est en pleine NRF actuellement, qui est en fait le kick-off de chaque année du retail mondial aux États-Unis. Cette année, il a lieu en digital et on voit que le retail américain aussi, pour beaucoup, se porte bien. Et d'ailleurs, les plus grands retailers aujourd'hui sont toujours aux États-Unis. Le premier, notamment Walmart, sans parler d'Amazon, qui a aussi des chiffres affolants. Donc pour revenir, par contre, à ce que la Chine a vraiment de spécifique et en quoi elle a innové, c'est déjà un marché, et Julie l'a bien rappelé, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver dans le reste du monde. Premièrement, le retail dans son ensemble, c'est déjà la première industrie au monde. Hein. C'est un job sur 6.
Là où il y a le plus d'habitants, c'est en Chine. C'est plus d'1 milliard, enfin c'est quasiment 1,5 milliard. La Chine a adopté des nouvelles technologies très rapidement et il y a 900 millions d'internautes en Chine qui le font uniquement à travers leur téléphone. Une clientèle plutôt jeune, ça a été aussi largement rappelé lors de cette table ronde. Donc on a créé un contexte ici qui est complètement unique. À cela, vous ajoutez une dématérialisation de la transaction et ça s'est fait en moins de 5 ans, donc avec Alipay, WeChat Pay. On a libéré, là, je dirais, les énergies. Et évidemment, on a un écosystème qui est unique, avec une caisse de résonance derrière que sont les réseaux sociaux, puisque tout le monde et cette population qui est très jeune passe énormément de temps dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le marché qu'il faut adresser. Maintenant, si on prend les acteurs, là aussi, c'est intéressant. Le commerce physique, je vais parler surtout de l'alimentaire. On a beaucoup parlé d'autres secteurs, mais moi, je suis plus spécialisé dans celui-là. On regarde, il y a finalement peu d'acteurs traditionnels, si on peut les appeler comme ça, qui sont dans le top 50 du retail mondial. Ça, c'est assez inhabituel. Si vous prenez les premiers, hein, Vanguard, Yonghui, ils émergent, mais ils vont pas au-delà de là. Enfin, ils sont dans le top 50 et voire au-delà. Mais en même temps, il y a des acteurs donc de l'Internet qui ont émergé et c'est un peu le même phénomène qu'Amazon. Et là, je dirais que Amazon a copié la Chine et non pas l'inverse. Donc, c'est des acteurs comme JD ou Alibaba qui avaient toutes ces données marketing. Voilà, Eric a parlé des compétences HR. Chez JD, que je connais bien, en moyenne, ils ont jusqu'à 2000 attributs par personne dans leur base de données. C'est considérable. Là, on parle plus de big data. Et on va au-delà. Et évidemment, les stratégies de marketing nourries par cette data ont une profondeur colossale. Donc, en fait, ces acteurs de l'Internet, ils ont eu à un moment donné besoin des magasins pour notamment croître, parce que le tout online, on l'a largement rappelé, c'est un modèle qui ne peut pas s'agrandir indéfiniment. Il faut un moment des magasins pour créer l'expérience, pour toucher le produit. Dans l'alimentaire, ne serait-ce que pour se rassurer sur la sécurité alimentaire, ou tout simplement parce que lorsque son magasin est au coin de la rue, on sait si le produit est frais ou pas. C'est des choses toutes bêtes, mais on reste des êtres humains et à un moment donné, le contact physique il est important. Après, il y a l'aspect social aussi. Évidemment, une ville sans magasin, on le voit, hein, il y a encore des confinements, c'est bien triste. Et l'être humain a besoin d'interaction sociale. Donc ça aussi, ces acteurs de l'Internet l'ont très très bien compris. Et il n'y a qu'à voir l'émergence du live streaming. Hein. C'est aussi comment, à distance, on peut interagir socialement. Et donc, ce nouveau modèle, il a émergé en très très peu de temps. Et donc, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, il va se caler par rapport au consommateur qui va vouloir de temps en temps commander en ligne et être livré très très rapidement. Donc le magasin devient un magasin entrepôt ultra efficace, puisque en Chine on parle de temps de livraison en moins d'1 heure sur l'alimentaire. Donc ça c'est assez inégalé. Mais ça peut être aussi un magasin expérientiel. Vous allez être ravi le week-end de flâner quelques instants au magasin, voire vous faire préparer un plat en direct ou le manger sur le pouce avec vos amis. Donc les métiers du magasin sont très très diversifiés. C'est, je dirais, relativement aussi complexe à gérer, tout cela. Et c'est en cela que la technologie va aider énormément parce que, si vous voulez, dans l'hybridation, il y a un facteur technologique important, c'est qu'on doit être efficace, on doit être profitable. Et la technologie, en cela, va beaucoup aider parce qu'on va éliminer, je dirais, toutes les barrières opérationnelles humaines qui coûtent cher pour replacer l'être humain dans ce qu'il doit faire, c'est-à-dire servir son client, être proche de son client qui vient le visiter en magasin. Donc en cela, voilà, l'hybridation, je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, elle est lancée. C'est un phénomène généralisé. Et si on compare un continent à un autre,
Ici, en Chine, on a le New Retail. Et je vous l'ai dit, hein, c'est un delivery très très rapide. C'est à la fois magasin-restaurant. En France, rendons hommage aux retailers français, hein. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui est pas mal critiqué en ce moment, mais dans l'alimentaire, on a encore 10 retailers dans le top 50, donc c'est considérable. Faut leur rendre hommage. Et ils ont inventé le Drive. Et le Drive, c'est finalement l'ancêtre et qui se porte toujours très très bien du New Retail. C'est le click and collect. Maintenant, il y a le drive piéton pour le centre-ville parce qu'on ne peut plus forcément se déplacer et ça marche très très bien. Et les États-Unis étaient un peu en retard. Et cette année, dans toutes les conférences de la NRF, c'est assez bluffant. Je n'entends que picking at the curbside, donc c'est ce fameux click and collect. Et les retailers américains ont été assez incroyables aussi dans leur transformation. Alors certains ont beaucoup souffert, voire ont disparu. Mais Walmart, ça reste la première entreprise du retail et de loin. Ils ont réussi leur transformation numérique brillamment. Et Amazon, ça reste un roi du marketing aussi. Il a copié le New Retail. Il a créé Amazon Go, le Shop and Go. Et là, on voit toute la pertinence de la technologie qui est née en Chine, hein, c'est-à-dire le contactless, payer sans avoir à toucher la caisse en sortie. C'est un peu le concept d'Amazon Go. Et ça a eu toute sa pertinence avec la crise où on voulait continuer à aller en magasin, mais toucher le moins possible les appareils ou les endroits du magasin où évidemment tout le monde allait circuler. Donc je pense que c'est une belle synthèse et pour le futur de la distribution, il y a des belles choses à venir. Et là, je rejoins Peter. Et sur la créativité, voilà, il y a beaucoup de choses à s'inventer, à réinventer. Et la marque et l'expérience désormais vont faire la différence parce que je dirais qu'en termes de technologie et d'adoption, la mise à niveau s'est faite ou est en train de se faire. Et ceux qui ne la feront pas, malheureusement, vont disparaître. Merci Guillaume, merci beaucoup. On va passer à une question pour Louis. D'après vous, à quoi pourrait ressembler le futur du retail en Chine? Merci. Bon, beaucoup de choses très bien ont été dites, donc je vais être bref afin d'éviter de paraphraser tout le monde. Alors, il y avait le retail d'hier, qui était où finalement les circuits de distribution, les magasins, ou les enseignes / les marques. Aujourd'hui, finalement, tout est assez différent. D'un côté, il y a un push des consommateurs qui veulent, s'ils veulent des produits, ils vont aller sur Internet chercher un produit pas cher ou aller chez Uniqlo pour acheter un produit, ou ils vont aller acheter du contenu. Et dans ce cas-là, ils vont se diriger vers des marques, qu'elles soient d'ailleurs étrangères ou chinoises, mais il faut vraiment qu'elle ait du contenu. Et donc, il y a une pression pour ces marques qui sont ni des très bons retailers ou qui n'ont pas forcément de très bons contenus. Deuxièmement, il y a une très grosse évolution au niveau des marques de qualité chinoises en Chine. Alors, cette évolution, elle est due à plusieurs choses. Premièrement, clairement, un push du gouvernement avec le Made in China et le Design in China qui est vraiment une volonté gouvernementale. Deuxièmement, une volonté des clients avec un peu avec raison d'ailleurs parce qu'il y a des superbes marques chinoises et de national pride de se réapproprier vraiment ces belles marques chinoises. Troisièmement, qui est un point je trouve assez intéressant, c'est en début de la crise, notamment la crise du Covid, beaucoup de marques chinoises ont terriblement souffert. Elles ont terriblement souffert parce que la majorité des marques chinoises sont essentiellement présentes en Chine et donc n'étaient pas diversifiées. Et finalement, lorsque la Chine est sortie du Covid assez rapidement, et bien finalement, ces marques chinoises en sont beaucoup mieux sorties que beaucoup de marques très globalisées qui étaient très affaiblies sur tout leur marché et qui n'avaient que la Chine pour les soutenir un petit peu. Et aujourd'hui, beaucoup de ces marques chinoises se trouvent en position de force et investissent particulièrement sur le seul marché qui est le marché chinois, alors que de grosses marques globales coupent les budgets, y compris en Chine, même si en Chine, elles performent parce que ce sont des politiques globales. Deuxième point qui a vraiment aussi transformé le marché, c'est l'évolution ce qu'on appelle les D2C, les Direct to Consumers, qui sont ou des marques créées par des usines qui vont directement
consommateurs. Donc on voit ça existe dans la bagagerie avec des groupes comme 90Go qui sont les plus gros fabricants de bagages et qui ont maintenant une marque qui s'appelle 90Go qui se développe énormément en Chine à travers des plateformes comme Xiaomi ou des marques plus concept marketing qui se développent aussi beaucoup dans la cosmétique comme Perfect Diary ou Huaqize Florasis qui sont extrêmement capitalisés et gagnent énormément de parts de marché en travaillant avec les KOL qu'on a déjà cités. Troisième catégorie qui est aussi très intéressante, c'est finalement l'espèce de frontière très poreuse entre le KOL qui est à la fois un média et un circuit de distribution et qui sont en train de devenir des marques. Austin Ligiachi est lui-même en train de créer sa marque, par exemple. Et donc, un KOL qui est capable de vendre pour 2 milliards de RMB pour Double Eleven, finalement, avec la puissance de frappe qu'il a, il est beaucoup plus gros que des grosses marques individuelles et donc pourquoi pas de créer sa marque lui-même. Et enfin, dernièrement, effectivement, les Tipeee, donc les Taobao Partners qui ont beaucoup de pression des plateformes, beaucoup de pression des marques et qui eux-mêmes commencent à créer des marques parce qu'ils savent naviguer à travers l'écosystème digital chinois. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, tout cela est très fragile, et notamment aussi bien les KOL que ces D2C qui grossissent très rapidement. On l'a vu avec Luckin Café, et donc on verra avec intérêt ce qui se passe pour des marques comme Perfect Diary, ça c'est la force du stock market américain. On peut se lister tout en perdant toujours beaucoup d'argent, mais juste en promettant de la croissance. Voilà, j'espère que j'ai été bref. Avant de passer aux questions, est-ce que vous avez, maintenant que vous avez tous entendu vos témoignages respectifs, vous souhaitez rebondir par rapport à ce que les uns et les autres ont dit? Je voyais Jérôme réagir tout à l'heure. Non, alors je voulais juste dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce que Luc avait dit. Et que effectivement, je pense que dans notre industrie, je parle sur la fast fashion, mass market, hein, c'est pas forcément la même histoire dans le luxe. Il y a beaucoup de redites, de répètes. C'est lié à notre système de fonctionnement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous, on identifie des tendances. Alors vous parliez, Luc, de Zara qui copie le luxe. Bon, ben nous, on copie Zara. Ok. Donc, du coup, et on est des dizaines à les copier. Donc, à la fin, ça tourne en rond, ça se répète. Les clients s'ennuient, on n'apporte rien, et on est un petit peu en face avec ce que disait, je crois, Peter aussi tout à l'heure, sur le fait que il faut quelque chose. Et donc c'est là où finalement, là où il y a beaucoup de retailers, donc des distributeurs, maintenant il faut essayer d'évoluer, je pense, plus vers une approche de marque, de niche. C'est ce que nous on essaie de faire à notre très humble niveau chez Cash, en essayant de vraiment cibler notre clientèle. Donc je disais, une fille jeune, 20-25 ans, pouvoir d'achat faible, tier 3, tier 4, et on essaie de lui raconter une histoire avec un ADN propre. Donc on met beaucoup en avant le côté coloré de Cash, le côté joyeux de Cash, le côté français de Cash aussi, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Et on essaie de le raconter avec des histoires. C'est pour ça qu'on multiplie actuellement les collaborations. Donc ça peut être avec des designers, des jeunes designers chinois. On a récemment fait un projet avec Chinoise, une marque que vous connaissez peut-être, qui est gérée par Félicie, une Française qui est à Shanghai, qui travaille chez Hermès. On raconte l'histoire de la collaboration entre Chinoise et Cash. Félicie a désigné une douzaine de produits pour Cash. On met en avant le côté français, le côté savoir-faire. On va mettre en avant parfois des cartoons, ça peut être des cartoons, des WeChat, des stickers WeChat. On a des partenaires avec ce type d'entreprise pour à chaque fois raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un t-shirt blanc. Mais à partir du moment où c'est un t-shirt blanc, mais qu'on a une histoire à raconter derrière, tout d'un coup, on peut soit vendre plus, soit le vendre plus cher. Donc, nous, en tant que distributeur, c'est ce qui nous intéresse. Et en parallèle, on a une histoire à raconter, on fait relever notre marque, et voilà. Mais si on ne se réinvente pas, on va mourir dans tous les cas. Avant de passer Je peux juste réagir En fait, je voulais réagir au niveau revenir sur ce qui va se passer, ce que nous on prévoit aussi, c'est-à-dire que et déjà ce qui se passe déjà sur le marché. Je voulais revenir sur ce que Peter avait dit. Il y a trois tendances actuellement qui se passent déjà sur le marché. Vous avez ce qu'on appelle le retail
communautaire. C'est en fait le modèle le plus parlant, c'est Lululemon. Par exemple, à Chicago, Lululemon a un flagship de 3 étages. Donc, la première, il y a plusieurs particularités dans ce modèle. C'est le premier, c'est-à-dire le premier étage. Non seulement ils partagent la façon dont ils fabriquent leurs produits, et ils gardent aussi une partie sur l'artisanal de Chicago, c'est-à-dire qu'ils gardent une place pour l'artisanal de Chicago. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, outre que ça, c'est qu'ils ont, donc ils exposent leurs produits, ils l'expliquent, et vous avez au 3e étage, en fait, toute la partie, tous les produits de Lululemon, vous pouvez les pratiquer, c'est-à-dire vous pouvez les prêter, on les prête, et vous pouvez les pratiquer, et avec vous pouvez inviter vos amis, en fait, à pratiquer du yoga, en fait, la gym et tout le sport, avec tous les vêtements de Lululemon. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, un modèle de social. Et vous avez, ça se passe déjà depuis 3 ans, en fait, 3-4 ans, et ça se passe à Chicago. Vous avez un autre modèle, c'est le modèle, ce qu'on appelle, en fait, le modèle de Louis Vuitton, à Place Vendôme. Louis Vuitton, Place Vendôme, lorsque je vous invite quand même à rentrer quand vous êtes passé en fait à Paris, de voir Louis Vuitton, Place Vendôme. En fait, c'est comme si vous allez visiter un musée. D'accord? Vous avez quelqu'un qui spécifiquement qui vous accompagne, qui explique toute l'exposition des tableaux, de l'art, et puis à la fin seulement, les produits et l'artisanal et toute la fabrication du produit, et vous pouvez partir. Et donc, vous n'êtes pas obligé, en fait, d'aller voir les produits de Louis Vuitton, ni acheter. Donc, ça, c'est un autre modèle, c'est toute la partie culture. Et vous avez un 3e modèle, c'est le modèle c'est j'oublie c'est à la 5e avenue, c'est Tommy Hilfiger. Voilà, Tommy Hilfiger, en fait, au 5e avenue, il met en place une espèce en fait, une vision à 4D que vous pouvez visualiser les fashion shows de la marque et que vous pouvez acheter immédiatement. Et donc c'est la technologie, c'est-à-dire c'est un modèle technologique en fait qu'ils sont en train de mettre en place. Donc vous avez ces 3 modèles aujourd'hui qui se passent déjà. Et donc évidemment dans le futur il y aura certainement beaucoup plus de modèles, mais quel que soit le cas, je suis d'accord, c'est qu'il y aura toujours soit c'est du offline et online, et de offline ce sera certainement que en fait de l'expérience. Voilà. Est-ce que je peux interrompre juste un moment parce que je vais devoir m'absenter. J'ai des étudiants qui m'attendent et là c'est la pause, donc j'ai volé du temps pendant la pause. Je voulais juste dire que j'avais trouvé, déjà j'aurais bien aimé rester pour l'échange parce que c'est riche et j'apprends plein de choses. Et on voit à quel point le retail, enfin, la distribution, c'est beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense. C'est vraiment passionnant. Enfin, j'ai entendu Guillaume ou des experts comme ça, c'est super. Et c'est vrai qu'en tant que prof, un des défis que j'ai, c'est d'intéresser les jeunes à la distribution en fin de compte, parce qu'ils pensent que c'est pas drôle, alors que ça l'est. C'est passionnant, mais effectivement l'aspect technologique aussi qui intervient maintenant et toutes les possibilités. Là, déjà, on a vu trois solutions pour le côté expérientiel, etc. C'est génial. Et donc, moi, je salue la publication de Connexion. Là, c'était vraiment très, très bien. Et je vais certainement m'en servir avec mes étudiants. Et puis, je salue le travail que vous faites là. Je voulais juste dire une dernière chose aussi, c'est que en tant que professeur avec des étudiants, j'ai une mission et c'est d'intéresser les jeunes à la distribution aussi.
aussi. Et seul, c'est difficile, mais avec votre aide, ce serait beaucoup plus facile. Donc, je lance un appel tout simplement à tous ceux qui seraient intéressés éventuellement à faire des projets avec des étudiants ou enfin que nous on puisse faire des études de marché ou des choses comme ça. On le fait beaucoup. Pour moi, on n'apprend pas dans une salle de cours, hein. On apprend en travaillant avec les entreprises, en sortant, en voyant les choses et en côtoyant justement les professionnels. Donc, avant de partir, si personne, quelqu'un veut me contacter pour qu'on fasse des choses ensemble, j'en serais ravi et mes étudiants encore plus, je pense. Donc, merci beaucoup et bonne continuation. Merci, Peter. La prochaine fois, il faudra que vos étudiants participent à notre table ronde. N'est-ce pas? Oui, ça aurait été avec plaisir. C'est vrai que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont internationaux, hein. Enfin, j'en ai une population très internationale, c'est qui est encore plus intéressant. Mais c'est vrai que pour la prochaine fois, c'est ça, on fera. OK, merci. Allez, bonne continuation. Ravi, hein. Alors, à vous maintenant, les questions. Bonsoir à tous. Merci pour cet intéressant topic. Par contre, il m'a semblé qu'on n'a absolument pas abordé un sujet très important, la sustainability dans tout ça. Elle est où? Ouais, tout à fait. Parce que, je veux dire, à un moment donné, on a des chaînes, on a des transports, on a des emballages. Ils adorent les emballages, c'est magnifique les emballages, mais c'est juste horrible. Donc New Retail, oui, mais si c'est pour continuer de réchauffer nos planètes, polluer nos océans et tuer nos poissons, pas sûr d'en vouloir. Louis. Je pense qu'en fait, la question est tout à fait justifiée. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est comme aujourd'hui, c'est comme aller dans un restaurant, on s'attend que la nourriture soit bonne. Et si elle n'est pas bonne, on n'y retourne plus. La sustainability est aujourd'hui au cœur de tout finalement dans le retail, et notamment en Chine. Pékin pousse terriblement sur la sustainability, sur bon, on n'a qu'à le voir nous-mêmes quand on fait notre tri des poubelles. Toutes les grosses marques consumer étrangères et chinoises poussent énormément sur la sustainability avec des packaging recyclables. Énormément de marques chinoises poussent la sustainability. Là, je crois que nous sommes plusieurs à porter du Icicle ce soir, qui est une marque chinoise qui pousse énormément le côté sustainable. Donc, je pense, aujourd'hui, certaines marques s'en servent comme un selling point. Je pense que demain, ce sera finalement la base. Mettre tout son positionnement sur je suis sustainable, dans quelques années, sera devenu complètement obsolète pour moi. Il faudra être sustainable, tout comme il faudra des produits de bonne qualité et tout comme il faudra avoir du contenu. Donc ça deviendra la base. Vous avez raison de poser cette question parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en Occident, on peut pas ouvrir un magazine où il n'y a pas un jour, il n'y a pas un article qui porte sur le développement durable. En fait, d'abord, c'est-à-dire le développement durable dans le secteur de luxe, tout le monde parle de ça. La marque, le groupe qui a énormément investi dans ce développement durable dans les marques de luxe, c'est Kering. Kering, ils ont commencé en fait dans le développement durable depuis à peu près presque 13 ans et ils ont fait énormément de choses sur ce sujet-là. Et le point, les difficultés dans les développements durables, c'est quoi? C'est que en fait c'est un sujet extrêmement large depuis que ce soit en fait toute la partie qui touche à l'emballage, aux produits. Mais finalement, le problème de développement durable, c'est la chaîne, c'est toute la chaîne. La question fondamentale, c'est qui va devoir céder sur toute cette chaîne sa marge. Parce que le problème du développement durable, c'est qu'à un moment donné, ça va impacter la marge. Et donc, la question, c'est comment développer une marque et de faire que ce soit durable, mais en gagnant de l'argent. Parce que, c'est-à-dire de faire des profits. Donc, aujourd'hui,
beaucoup de marques de luxe est en train de se poser la question. Je ne peux pas citer les marques, mais ce que je peux vous partager avec vous, c'est que vous avez des marques de premier rang, vraiment de très grandes marques qui se posent des questions sur les produits de second-hand. C'est-à-dire que de garder toute la partie des second-hand de manière à contrôler toute cette partie de second-hand au lieu de les laisser à travers les plateformes de second-hand, c'est-à-dire qu'ils vont les commercialiser, ils vont le faire en sorte que ce soit des classiques, des grands classiques. Donc, ce sont les questions qui sont en train de se poser. Maintenant, c'est vrai que le problème du développement durable, maintenant, si on revient en Chine, c'est-à-dire ce que nous, l'année dernière, nous avons fait une enquête. Et cette enquête a révélé quelque chose qui est assez intéressant. Et je vais pas citer en fait les autres rapports ils sont en train de publier fin 2020 et début 2021. Et tout le monde confirme que les jeunes, la génération Z, et ils sont prêts, chinoises, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher pour 3 choses. Le premier, c'est la partie durable, la responsabilité sociale de la marque et en anglais on dit purpose, c'est-à-dire la valeur, la raison d'être de la marque. La raison d'être de la marque, ce sont ces 3 choses que maintenant les jeunes Chinoises sont prêts à payer plus cher pour avoir ça. Et donc, c'est un développement très intéressant, mais de toutes les façons, par la suite, nous, on croit, en tout cas, je crois vraiment que je pense que dans le futur, toutes les marques pourraient se développer, mais comment différencier, en fait, entre elles, ces marques, sur ces problématiques-là. Voilà. Je vais juste rajouter un complément sur l'aspect droit social dans la sustainability. Sur les marques, mais surtout sur les plateformes qui vendent ces marques ou qui aident ces marques à se développer. Vous avez vu que récemment, il y a beaucoup de gens qui se suicident, chez Pinduoduo par exemple. Donc en fait, il y a une remise en cause progressive de ce modèle de travail qu'on appelle Tiao-Tiao-Liu, c'est-à-dire de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine en Chine, parce que les jeunes, de nombreux Chinois, les jeunes Chinois, en ont marre de travailler comme des dingues, parce qu'au départ, la proposition de valeur dans l'embauche, elle n'incluait pas le fait qu'ils puissent être actionnaires. Alors ils se rendent compte que leurs patrons, leurs grands patrons sont tous actionnaires de ces plateformes et que eux triment comme des malades, les plus jeunes, ils ne seront jamais actionnaires et en fait, leur force de travail, elle est justement pour développer le prix de l'action de leur patron. Et ça, progressivement, n'oublions pas qu'on est quand même dans un pays qui est d'essence socialiste. Donc, il y a une remise en cause progressive de cette équation et naturellement, le fait qu'une personne très connue, on ne sait pas trop où elle est en ce moment, qui voulait faire une IPO, voilà, donc il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une lutte en interne entre les patrons de ces plateformes et le gouvernement. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose sur le sustainable, c'est un grand nom aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est soit on vient, moi je sais que quand je rencontre des clients, soit j'amène le sujet, j'essaie d'ouvrir le débat avec eux, ou alors c'est eux qui l'amènent, mais tout le monde met un petit peu n'importe quoi là-dedans. Il y a beaucoup de greenwash, de green face, on appelle ça comme on veut. C'est de refaire une image, se faire on reblasse on dort son blason, voilà. On redore le blason en voulant être green, mais c'est vraiment un fourre-tout. Aussi bien, c'est pas seulement en Chine, je trouve que c'est un peu partout, le cas aujourd'hui. Il y a des choses qui sont assez extrême en Chine, c'est-à-dire qu'on va être par exemple, je vais être sur un projet d'une marque qui a son nouveau motto de la saison, ça va être Protect et tu vas avoir des animaux, tu vas avoir on prétend qu'on est pour la protection des animaux et en fin de compte, tu as 10% de la collection qui est en vraie fourrure.
quand tu leur sors les pièces et que tu leur dis comment on manage le truc, comment vous avez un message qui est de protection animale et vous mettez de la fourrure. Ah oui, non, mais mes franchisés, ils vont pas accepter si je mets pas la vraie fourrure. Donc, il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail qui est en place. Il y a un gros travail, je pense, dans le luxe aussi en Europe. C'est bien beau le sustainable, mais quand on regarde tu parles de packaging, c'est le waste dans les packaging. Toutes les maisons de luxe, c'est des packaging incroyables et faramineux. Qu'est-ce que ça, voilà. Alors bon, je veux bien que ça aille en deuxième main et qu'on vende les belles boîtes en deuxième main, mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire, pas qu'en Chine, partout. Mais en Chine, il y a du boulot, c'est sûr. Bonjour. Moi, j'avais deux questions, mais vous pouvez choisir parce qu'il y en a une peut-être un peu plus compliquée. En fait, on a parlé pas mal sur pas mal de choses qui arrivent, qui sont en train de se faire, qui sont très dynamiques au niveau de l'expérience de l'achat. Quand on voit des malls comme TX sur High Road, enfin, c'est à des années-lumière de ce qui est du modèle style Isetan ou quoi, du storytelling, des KOL, du live streaming, des brand ambassadors, etc. En fait, qu'est-ce que la marque elle doit faire pour réussir ici? Est-ce qu'elle doit se subvertir au niveau où elle change le produit complètement pour s'adapter, ou est-ce que c'est uniquement sur tout ce qui tourne autour du produit, mais pas le produit en lui-même? Parce que quelqu'un a fait la référence que, en fait, le produit à la fin, quand tu l'achètes, c'est le même que la génération d'avant. C'est juste tout ce qui va autour qui a changé, quoi. Donc ça, c'est un petit peu la question parce que c'est fondamental je parle pas du fast fashion, hein, je parle pour les maisons de luxe, ils sont quand même, tout tient à l'identité, c'est la maison, quoi, en fait. Donc, est-ce qu'ils doivent garder leur identité ou se travestir complètement? Parce qu'on voit qu'il y en a quelques-uns, pour moi, dans leurs produits, enfin, c'est méconnaissable avec ce qu'ils faisaient avant. Donc, c'est vraiment une question. Et deuxième question plus simple, c'est est-ce que vous pensez que le consommateur chinois, le Zhou Lingho, ça va être le trendsetter pour le monde? Parce que moi j'y crois, hein, ça. Quand c'est pas la population de la Chine, quand j'ai entendu dire tout à l'heure, ça c'est irrelevant. Ce qui compte, c'est la population middle class. Il y a 1 milliard d'Africains, il y a plus d'1 milliard d'Indiens, mais il faut être honnête, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la middle class, c'est le upper class. Et ça, la Chine d'aujourd'hui, la seule raison pour laquelle les boîtes investissent en Chine et pas en Afrique ou en Inde, c'est parce que le nombre de middle class de la Chine aujourd'hui, le travail qui a été fait les dernières décennies, c'est la même que le middle class du monde entier de 1990, quoi. Sauf qu'en 90, c'était aux États-Unis, Europe, un petit peu au Japon, à gauche, à droite, et maintenant c'est en Chine qu'on a ça, quoi. C'est unparalleled, quoi. Et c'est arrivé en 20-30 ans. Donc moi, je pense que le trendsetter, ça va être le chinois, mais je ne sais pas si vous avez votre avis là-dessus, quoi. Je pense, à moins que ce soit pas les mêmes produits, mais moi je pense que le produit de luxe, c'est le goût du chinois qui va déterminer qu'est-ce que ça va être le luxe dans le monde entier, sur la deuxième quart de siècle dans le monde. C'est déjà le cas d'une certaine manière. Enfin, de toutes les marques de luxe font très 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 attention. Enfin, l'une des raisons pour laquelle en Europe, la cliente d'Hermès, elle a 50 ans, quoi, ou 55 ans. En Chine, la cliente d'Hermès, elle a 25 ans. Et c'est vrai pour quasiment tous les produits de luxe. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit notamment de plus en plus cette tendance vers le sportswear dans les maisons de luxe? C'est parce que c'est drivé en grande partie par ces millénials chinois. Donc, ce que vous décrivez est déjà la réalité d'aujourd'hui, en fait. Et il y a tout un social listening pour regarder sur les plateformes ce que ces jeunes consommateurs chinois sophistiqués de quoi ces jeunes consommateurs sophistiqués parlent. Donc vous avez entièrement raison. Le futur existe déjà là-dessus, quoi. En fait, vous avez posé une question en disant, voilà, pour vendre en Chine, pour les marques de luxe, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'en fait, le premier point, c'est une marque qu'elle cible. D'abord, c'est-à-dire lorsque vous voulez quelle est votre cible en tant que client? Est-ce que vous souhaiterez vendre à des gens de 50 ans, des jeunes, etc. Si c'est en Chine, c'est sûr, c'est des jeunes. À partir de là, je rejoins ce que Louis l'avait dit. Bon, je ne vais pas répéter, mais il y a un point qui est intéressant, en fait, en ce moment. En Chine, on parle énormément en chinois, on dit yanzi. Yanzi, ça veut dire quoi? C'est toute l'apparence et l'esthétique. Et ça, cette notion, elle émerge depuis à peu près 1 an et quelques, depuis ces
1 an et quelques, 2 ans. Tout doit être joli en apparence, que ce soit le packaging, la présentation, le produit lui-même, etc. Il est évident qu'en fait, les marques de luxe, ils connaissent tous ces codes déjà. Pour moi, les marques de luxe, ils n'ont pas de difficulté. Je veux dire, par là, de toute façon, ce sont des codes qu'ils savent déjà. Donc, ils savent aussi adapter au goût de ces jeunes Chinois. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent quelle est la tendance, quels sont des consommateurs ou alors les piliers de ces consommateurs, de ces marques. Ce qui est fondamental pour moi, c'est pas des marques de luxe, mais c'est des marques de niche. Comment une marque de niche qui est bien, mais comment elle peut émerger en Chine, en fait. Je pense qu'en fait, la différence fondamentale, c'est que en Chine, les consommateurs deviennent de plus en plus sophistiqués, de plus en plus matures. Et en plus de ça, c'est que depuis cette période de Covid, on s'en aperçoit que les jeunes, ils n'achètent plus n'importe quoi. Ils n'achètent plus parce que c'est une marque. Ils achètent tout simplement parce que ça représente un petit peu la valeur sociale de ce que, pour eux, ils sont en accord avec, et ça représente leur style. Et c'est pour ça qu'en fait, avec cette émergence en Chine, il y a énormément d'opportunités pour les marques de niche. Et à partir du moment qu'une marque, elles savent travailler, premièrement, à la fois la communication, le storytelling, et la communication avec ces jeunes, ce qu'ils veulent, exactement ce qu'ils veulent, la façon donc qui représente leur style, et leur valeur, la valeur sociale, la valeur culturelle aussi. On l'avait vu avec beaucoup de marques. Si on fait en fait des erreurs là-dessus, ça peut être fondamental. Et ensuite, le troisième point, c'est toute la partie esthétique, parce que la définition esthétique, elle est parfois différente, vous voyez, entre les consommateurs occidentaux ou chinoises. Et ce sont c'est ce qu'on appelle en fait la dernière partie. Aujourd'hui, c'est la partie esthétique, c'est ce qu'on appelle en fait dans notre jargon le valeur proposition de ce pays. C'est-à-dire que à la fois vous avez la marque, le contenu, ensuite la communication et la valeur proposition en fait locale qui soit adaptée. Voilà. Je voulais rebondir sur puisque là on parle de se réinventer et que beaucoup de choses viennent de la Chine et que au final ces choses qui viennent de la Chine elles sont copiées ou en tout cas c'est une inspiration pour les marques internationales à travailler dans le reste du monde aussi. Et en fait ma question est un peu la suivante. Aujourd'hui on parle beaucoup de la Chine, c'est un marché porteur. Louis, tu disais que les sociétés chinoises étaient très focus sur leur marché local en fait. Alors que les marques internationales avaient une stratégie différente dont souffraient également davantage. In fine, ce modèle chinois qui est aujourd'hui repris finalement par des sociétés étrangères à l'étranger, quelle est la limite de ces sociétés ou de ces marques chinoises ou même de luxe ou d'autres à s'implanter finalement dans le reste du monde? Parce que on parle d'Alibaba, de Taobao qui est un énorme succès en Chine. Ok, sur tout le reste du monde, aujourd'hui, c'est quand même Amazon. À quel moment, finalement, Taobao va pouvoir venir titiller Amazon sur ces autres territoires? Et dans la même idée, à quel moment des marques chinoises qui sont nées en Chine sur un modèle très spécifique vont pouvoir sortir de leurs frontières et aller finalement faire la guerre à ces autres marques qui sont aujourd'hui peut-être un peu plus en difficulté parce qu'elles sont globales, mais au final qui ont quand même une stabilité. Donc, quelles seront au final aussi leurs problématiques quand elles vont vouloir sortir de leurs propres frontières et de leur écosystème? C'est une super question. Il y a plusieurs. Bon, ça existe déjà finalement dans les marques de téléphones portables, d'ordinateurs, les Lenovo, les Xiaomi, etc. ont déjà des très gros business hors de Chine. Dans les marques de
cosmétique ou de retail ou de fashion en Chine, il y a un peu de catégories. Il y a les très gros. Et en fait, les très gros vont pas très bien parce qu'ils ont plus un business model ils sont pas vraiment des très bons retailers, ils sont pas vraiment des très bonnes marques. Donc, quand on est Metors Banway ou quand on est, j'en sais rien, Buzzy ou Mark Fairwell et qu'on a 3000 magasins qui sont médiocres, on est plus à essayer de se transformer en Chine, à fermer des magasins plutôt qu'à penser à se développer à l'international. Ensuite, il y a et pareil pour les très gros acteurs de la cosmétique, on des marques médiocres. Pour les petites marques plus niches, comme par exemple Zouk Zouk en Chine, ils ont une centaine de magasins. Ils sont tout petits. Ils ont une croissance à 2 chiffres en Chine. Et dans ce cas-là, quand on dit Zouk Zouk et qu'on a une croissance à 2 chiffres en Chine et que ça marche très bien, on pourrait finalement avoir 400, 500 magasins facilement. Donc le palier est encore très loin. Est-ce que pour le coup, finalement, en capex qu'on va dépenser dans une boutique à Wuyishan, ouvrir un magasin, ça va vous coûter 150 000 euros ou 200 000 euros, et vous allez avoir une boutique qui va tourner, qui va faire un chiffre d'affaires probablement supérieur que celui que vous auriez dans un corner au Galeries Lafayette, où il faudrait monter une structure, embaucher une équipe, comprendre la complexité fiscale, etc., etc. Après, ça commence à se passer avec il y a quelques marques comme Icicle que il y a oui, il y a des très belles marques comme Icicle qui commencent à se développer à l'international. À l'origine peut-être plus pour image, mais maintenant avec d'autres projets. Donc ça arrive, mais les belles marques finalement ont encore un énorme terroir de potentiel en Chine. C'est avant tout pour ça. C'était pour revenir sur votre question précédente. Moi, j'ai une petite expérience. En fait, je travaille pour TF1 Publicité et mon travail, c'est de trouver des entreprises chinoises qui veulent justement s'implémenter en Europe. Et donc, en fait, mon travail, c'est de les faire acheter de la publicité sur TF1, sur la télé. Donc, nos clients principaux, c'est du Oppo, c'est Xiaomi, AliExpress depuis moins de 2 ans. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que ces marques, en fait, elles sont mal vues en Europe et elles ont, je pense, pas assez la maturité de comprendre le marché européen, de savoir ce que les Européens veulent. Donc, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là pour arriver sur le marché. Et justement, TF1, ils aident ces marques-là à faire de la publicité et donner plus de confiance aux consommateurs européens. Donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire et c'est pour ça qu'on est là aussi avec Bouygues et TF1. Je vais peut-être réagir parce que j'ai créé le China Desk en 2012. Maintenant, nous avons des China Desk dans une 50aine de pays pour assister à des sociétés chinoises qui s'implantent en dehors de la Chine. Parce que je peux pas parler de mes clients en citant des marques. J'en accompagne énormément. Toutes sortes de marques, hein, et je pense qu'en fait des problématiques aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit mademoiselle. Il y a plusieurs difficultés. Le premier difficulté, c'est que en fait dans le passé, ces marques, lorsqu'ils s'implantent à l'étranger, ils font à la fois parfois c'est ce qu'on appelle des acquisitions, sauf des marques, par exemple, comme Alibaba. Alibaba, par définition, ne fait jamais d'acquisition, ils font toujours du greenfield. C'est-à-dire, ils établissent des sociétés. Vous avez beaucoup de marques, comment ils s'implantent à l'étranger? Ils font des acquisitions, ils achètent la marque locale. Donc, et dans le passé, quand je dis dans le passé, ça veut dire il y a à peu près 10 ans de ça, la plupart de ces sociétés chinoises, ils préfèrent envoyer en fait des cadres de très haut niveau depuis la Chine expatriés vers ces pays une fois l'acquisition elle est terminée. C'est un échec total. Pourquoi? Parce que ces cadres, premièrement, ils font des roulements à peu près, ils restent dans ces pays 3-4 ans, ils connaissent pas en fait le marché
Et ensuite, ils connaissent pas l'environnement, ils parlent pas forcément la langue, donc c'est très difficile. Sauf que depuis à peu près 3-4 ans, il y a un changement de 180 degrés dans les stratégies des sociétés chinoises. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 3-4 ans, lorsqu'ils font des acquisitions, ils ne font plus de changements au niveau des cadres supérieurs et le top management. Ce qui veut dire qu'en fait, les marques qu'ils achètent, eh bien, généralement, ils gardent tout le top management, et donc c'est les mêmes équipes. Et ça, en principe, ça fonctionne très bien. Ce qui ne fonctionne pas, c'est ce que c'est votre question, c'est que ces marques, quand il s'agit d'une marque chinoise qui s'installe, c'est-à-dire parce que une fois que vous faites l'acquisition, ce que vous faites, vous pouvez utiliser ces réseaux de distribution pour à la fois vendre la marque que vous venez d'acheter et vendre votre propre marque. Ce qui ne va pas, c'est votre propre marque dans ces pays en dehors de la Chine. Parce que la Chine a encore une image qui est Made in China, c'est pas bon, c'est très mauvais et c'est toute la partie design, etc., qui sont pas à la hauteur parce qu'ils connaissent pas les goûts, en fait, les goûts occidentaux, etc. Mais moi, ce que j'aperçois, ce que je vois, en fait, récemment, nous avons beaucoup de marques chinoises qui sont installées à l'extérieur. Eh bien, ils ont mis énormément de travail sur toute la partie design. C'est-à-dire qu'ils commencent à engager en fait des designers très connus comme Philippe Starck. Vous voyez, j'ai des clients qui travaillent avec Philippe Starck et pour faire des designs de manière en fait à s'adapter à des marchés. Lorsqu'on étudie en fait ce qu'on appelle en fait lorsqu'on étudie enfin les professeurs sont pas là, mais lorsqu'on étudie comment une marque peut influencer. Généralement, l'influence d'une marque, il y a plusieurs facteurs qui sont très importants. Le premier point, c'est l'influence du pays, d'origine du pays de la marque. Par exemple, la marque chinoise, il faut qu'il y ait une influence économique très importante et ensuite une influence culturelle qui soit importante. Aujourd'hui, on le voit bien, nous avons énormément des marques africaines ou d'autres pays. Eh bien, même si elle est connue dans le pays, mais c'est très difficile de sortir à partir du moment qu'en fait, il n'y a pas l'influence économique, sociale, culturelle de ce pays. Et ça, c'est très important en fait. Lorsqu'on étudie l'histoire de la marque, comment une marque, elle peut influencer, il est évident qu'en fait, avec la nouvelle technologie, ce facteur est moins important, mais ce facteur reste. Et donc, si on revient à ces marques chinoises, aujourd'hui, c'est vrai que l'influence de la marque chinoise, c'est le bon moment puisque la Chine, elle a tous les facteurs. Ce qu'il faut modifier, c'est toute la partie, en fait, ces marques, c'est le positionnement, c'est le design, c'est la qualité et c'est l'image. À partir du moment qu'on peut modifier l'ensemble de tout ça, les marques chinoises peuvent très bien réussir en dehors de la Chine. Voilà, nous avons, on est en train de travailler avec des marques qui réussissent très très bien hein, et en travaillant sur ces différents facteurs en fait. Julie a rebondi sur le point que je voulais mentionner, c'était l'investissement. En fait, moi, je vais parler de façon très concrète sur les marques. Dans la mode, il y a eu des investissements chinois qui ont été des succès. Il y a Rui qui a acheté SMCP, donc Sandro, Mage, Claudie Pierlot, donc qui est un groupe qui marche très bien, sans aucun souci. Par contre, dans un autre registre, Semir a investi dans Kidiliz, qui était en faillite cet été. La Chapelle, c'était Naf, pareil, faillite cet été. Donc, ça ne marche pas toujours. En fait, le modèle d'investissement, et je rebondis sur ce que dit Julie, exactement.
Donc ça, c'était la version « Les Chinois investissent en France », enfin disons en Europe. On va voir maintenant ce qui se passe lorsque les Chinois rachètent des groupes étrangers, voire des enseignes françaises en Chine. C'est le cas avec Auchan, c'est le cas avec Carrefour, c'est le cas avec le groupe Manoir aujourd'hui. Là, ça va être un peu le mystère, on va voir comment ça se passe. Mais il se passe beaucoup de choses aujourd'hui à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe au cocktail? Bon, on va. Tout le monde a faim et soif. Ben, je remercie infiniment donc nos 7 invités ce soir. Merci Guillaume qui nous suit depuis la France et Peter aussi. Donc on va pouvoir passer au cocktail. J'en profite aussi pour vous annoncer que le prochain numéro de notre magazine Connexion portera sur les ressources humaines. Quel modèle pour demain? Donc on aura le plaisir aussi de vous accueillir pour le lancement donc du prochain numéro dans quelques semaines. Merci à tous. Merci surtout à nos invités qui ont partagé avec nous leur vision et je les remercie infiniment. On peut les applaudir. Vous avez bien mérité un petit verre.